TV Languedoc, la question du jour. Bonsoir, je suis André Tessier-Ducrot et je suis ici en tant que président honoraire et fondateur du Comité Bastille. Le Comité Bastille est un groupe de réflexion ou, si vous préférez, un laboratoire d'idées qui est né autour de quelques personnes aux États-Unis en 2006 et qui est devenu une association 1901 en France en 2010. Depuis, elle est complétée d'une fondation, la Fondation Équité, dont je suis président, et dont le but est d'apporter des moyens plus importants pour passer à l'action et réaliser les idées du Comité Bastille. Je voudrais rappeler que dans ce travail, nous avons été considérablement épaulés par Michel Rocard à partir de 2009 et jusqu'à sa mort. Voilà donc le contexte. L'objectif du Comité Bastille, c'est la lutte contre la financiarisation, laquelle financiarisation dispose dans le monde d'un outil redoutablement puissant qui sont les paradis fiscaux. Et je vais expliquer comment la financiarisation pilotant les paradis fiscaux poursuit avec succès des objectifs politiques qu'on généralement on désigne sous le drapeau du néolibéralisme. Le néolibéralisme étant au libéralisme ce que la Sainte Inquisition était au christianisme, c'est-à-dire exactement le contraire de l'intention de départ. Pour vous expliquer ceci, je vais d'abord préciser un peu quelques points de vocabulaire, parce que nous allons parler pas mal finance. Et vous êtes tous des acteurs financiers. Je vais vous décrire sur ce plan-là la situation du français moyen, vu du ministère des Finances. Le français moyen, d'abord, il est en couple. Ils sont deux, ils sont peut-être mariés, pacsés, ou simplement liés de façon assez permanente pour devenir une unité fiscale et payer leurs impôts ensemble. Leur revenu moyen, je suppose qu'il y a 2 salaires, est de l'ordre de 40 à 50 000 euros par an. Ils sont propriétaires d'une maison ou d'un appartement qui vaut environ 240 000 euros. Et sur cette résidence, il leur reste une hypothèque à payer de l'ordre de 20 000 euros. Ils possèdent 2 voitures qui, à l'Argus, valent 15 000 euros, mais ils les ont achetées à crédit et il reste 12 000 euros de crédit à payer. Ce qui fait qu'au total, leur actif brut, vous voyez, la maison et les 2 voitures, il y en a à peu près pour 255 000 euros. Il y a en face un passif, dette et hypothèque, de 32 000 euros. Et leur actif net, qu'on appelle couramment leur patrimoine, ou encore leur fortune, s'évalue à 223 000 euros. Si vous multipliez 223 000 euros par le nombre qu'il y a de foyers fiscaux en France, vous tomberez sur une partie importante de la fortune française. Parce que la France, c'est 67 millions et des poussières de Français qui disposent d'une fortune. Elle est évaluée à environ 15 000 milliards d'actifs qui sont détenus par l'État, 1 milliard environ, il n'est pas très riche, par des institutions financières, par des entreprises et par des particuliers comme vous et moi. En face de ce patrimoine de 15 000 milliards, il y a une dette. La France et les Français sont endettés. La dette publique est de l'ordre de 3 000 milliards. La dette privée, aussi environ 3 000 milliards, c'est-à-dire les dettes des entreprises et des particuliers. Et il y a aussi des engagements français hors bilan, par exemple le fait que l'État français garantit souverainement les pensions et retraites et le fonctionnement de la sécurité sociale
qui est très difficile à évaluer. En face de ça, les Français payent 4 sortes d'impôts. Tous les impôts qu'on paye en France peuvent être rattachés à ces 4 catégories. Impôt sur le revenu, exemple IRPP. Impôt sur le patrimoine, exemple taxe foncière, IFI, droit de succession. Impôt sur la consommation, exemple type la TVA. Et enfin, les impôts que j'appellerais de solidarité, qui représentent tout l'ensemble des revenus de la sécurité sociale. Alors, en face de tout ça, représentons ce que nous coûtent les paradis fiscaux. Un paradis fiscal, d'abord, c'est une nation indépendante et souveraine. Un exemple, les îles Caïmans, c'est petit, mais c'est une nation. Anguilla, c'est une nation. Gibraltar, c'est une nation, mais qui est simplement autonome. Elle appartient à l'Empire britannique. Bien, ces nations ont ceci de particulier, qu'elles permettent à des individus ou à des entreprises qui ne sont pas des résidents dans leur pays de loger le siège de leur entreprise chez eux de façon confidentielle et anonyme, que nous allons étudier. Pour cela, il autorise que l'entreprise ainsi logée paye chez eux peu ou pas d'impôts. Quand il y a des impôts, ils sont très modérés. Aujourd'hui, les paradis fiscaux contrôlent 20 000 milliards d'euros d'actifs totalement invisibles qui échappent à toute comptabilité nationale en 2020-2023. La France peut considérer que les paradis fiscaux représentent pour elle 100 milliards par an de manque à gagner fiscal, c'est-à-dire d'impôts qui auraient dû être payés par une entité, individu ou entreprise, et qui, au lieu de cela, est payé par nous et par moi, nous les particuliers. Et ce manque à gagner est dû à la fraude, c'est-à-dire la tricherie, plus souvent à l'évasion, c'est-à-dire le déguisement à la limite de la légalité d'un revenu, ou même à l'optimisation fiscale, qui est une situation parfaitement officiellement créée par une nation qui est un paradis fiscal et qui propose à une entreprise de venir créer chez eux un investissement important sous des conditions fiscales particulièrement favorables. Et en face à cet ensemble, on ne peut rien faire. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, nous, Comité Bastille, sommes partis d'une idée très simple. Et si on taxait la fortune au lieu de taxer le revenu? Ce serait en pratique sous la forme d'une taxe progressive sur l'actif net. Dans nos études, nous avons calculé qu'une taxe qui serait de 0 jusqu'à 50 000 euros d'actifs nets pourrait être progressive jusqu'à 3% pour des fortunes supérieures à 10 millions d'euros et à ce moment-là apporterait en recettes l'équivalent des impôts supprimés. Alors, ça paraît une idée très simple. C'est une idée dont vous n'entendez jamais parler, car elle est interdite à publication. On n'en parlera pas, parce que déjà en parler, c'est accepter qu'elle puisse être crédible et réalisable. Alors, les paradis fiscaux, il faut que vous le sachiez, sont protégés depuis 1929 par un certain nombre de dispositions qui se sont perfectionnées dans le temps. Pourquoi 1929? Parce que l'impôt sur le revenu est né, suivant les différents pays, entre 1893 et 1915. Et il s'est traduit par le fait que tout d'un coup, des individus et ensuite des entreprises devaient payer l'impôt sur le revenu.
En 1918, à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont connu une économie absolument florissante, au cours de laquelle, bien entendu, il a fallu payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Alors, en 1929, le gouvernement anglais a eu une excellente idée. Il constatait que dans les faits, un très grand nombre d'entreprises profitaient d'investissements sur des territoires du Commonwealth pour échapper à l'impôt. Et leur idée, ça a été, au lieu d'interdire cela, nous allons l'officialiser. Et ils ont créé le statut de ce qu'on appelle les offshore companies, c'est-à-dire le droit par lequel une entreprise pouvait opérer officiellement, c'est-à-dire avoir des revenus et des dépenses encourus à partir d'un siège se trouvant hors du pays, hors de l'Angleterre. C'était le début du grand développement des paradis fiscaux. Alors ensuite, un autre élément est apparu comme extrêmement intéressant. Quand vous payez l'impôt sur le revenu, quand vous êtes une entreprise qui payait vos impôts sur les revenus en 2017, c'est les impôts en 2017 sur lesquels vous avez triché qui constituent la faute. Elle est valable en 2018, en 2019, en 2020. À une certaine date, il y a prescription, statute of limitations en anglais. Et à partir de ce moment-là, si le fisc ne vous a pas attrapé, eh bien c'est trop tard, il ne pourra jamais vous redresser sur ce manque à déclarer. Tandis que dans l'impôt sur la fortune, c'est votre fortune de l'année que vous déclarez, dans son ensemble. Et si dans cette déclaration de fortune, il y a une fraude, il y a une évasion, il y a par exemple une société que vous possédez aux îles Caïmans ou au Luxembourg, et vous ne l'avez pas déclarée, vous répétez cette omission chaque année, et par conséquent, il n'y a pas de prescription possible. Si vous êtes attrapé, par exemple, 22 ans après avoir créé cette société, vous pouvez être, bien entendu, taxé, mais surtout puni, suivant des lois que notre pays, à nous, par exemple, est souverain pour établir. Par exemple, on peut dire confiscation de tous les biens et une peine de prison. Ce serait parfaitement envisageable. Et comme il n'y aurait pas prescription, ce risque existe en permanence et constitue un sujet dont il ne faut pas parler. L'élément suivant qui les protège s'appelle le trust, qui se traduit en français par fiducie. Un trust, c'est une sorte d'entreprise particulière dans laquelle il y a des donateurs qui ont mis de l'argent qui sont destinés à certaines personnes, qu'on appelle les bénéficiaires. Donc dans un trust, il y a de l'argent, mais les donateurs, comme ils ont donné, ils ne sont plus actionnaires, ils ne sont rien. Il y a des bénéficiaires, mais ils n'ont pas encore encaissé ce dont ils vont bénéficier. Donc eux non plus ne sont pas actionnaires. Donc par ce tour de passe-passe très ancien du droit britannique, un trust permet d'être une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, c'est-à-dire pas de responsable social. Il y a un gérant qui gère l'entité, qui gagne un salaire, naturellement. Mais lui vous dira, nos statuts nous interdisent de vous dire qui sont les donateurs et qui sont les bénéficiaires. Ensuite, vous avez un autre élément très important qui s'est passé entre 1980 et 1990, qui a été la financiarisation de la bourse. En quoi ça a consisté? D'abord, en 1971, Richard Nixon a décidé que le dollar n'était plus convertible en or, ce à quoi il s'était engagé à Bretton Woods. Les États-Unis s'étaient engagés en 1945. À partir de ce moment-là, la monnaie de réserve mondiale devenait une monnaie qui était fiduciaire simplement dans la mesure où on faisait confiance aveugle à l'institution américaine. Or, comme la dette américaine atteint maintenant 30 000 milliards de dollars,
vous pensez bien que l'Amérique n'a jamais respecté cette règle. Ensuite, à partir des années 74-75, il a été décidé par des gouvernements, sans qu'il y ait jamais de référendum sur le sujet, de référendum, que la masse monétaire, qui est la totalité de l'argent qui est en circulation pour que l'économie puisse fonctionner, devrait être fixe. C'est-à-dire que pour l'augmenter, la nation devrait emprunter. Autrement dit, vous ne pouvez plus gérer votre masse monétaire qu'en gérant votre dette. C'est la raison pour laquelle la France s'endette pendant que nous dormons. Parce que pendant que nous dormons, la population augmente, l'économie augmente un peu, et il faut plus d'argent en circulation, alors on emprunte. Ensuite, nous avons eu la dérégulation des banques dans la même période dans laquelle il a été décidé qu'une banque de dépôt et une banque d'affaires pouvaient être une et même banque. Autrement dit, une banque d'affaires qui gère des investissements peut se servir de votre propre argent qui est dans les comptes de dépôt ou dans les comptes d'épargne pour garantir les investissements qu'elle recommande. Et le résultat a permis à ce moment-là une tricherie entièrement nouvelle, qui est la tricherie du buyback. Le droit qui était interdit avant 1932, depuis 1932, le droit pour une entreprise cotée en bourse de racheter ses propres actions, c'est-à-dire de manipuler le marché de ses propres actions à partir de décisions d'un petit comité confidentiel, le tout constituant donc un délit d'initié. Et actuellement, le marché du buyback, sur lequel vous avez une littérature, est devenu colossal. Alors, tout cela supposait donc que l'entreprise cotée en bourse soit gérée par des gens qui trichent et qui savent qu'ils trichent. Or, il y a un grand principe dans ces cas-là, qui est le principe de Méphistophélès. J'ai une fois interviewé le docteur Faust pendant qu'il était en enfer et qu'il avait droit à un petit break. Et il m'a dit, il faut quand même reconnaître une chose, quand j'étais vivant, Méphistophélès payait très bien. Alors donc, les dirigeants qui pilotent ce genre d'opération sont payés par des stock-options, c'est-à-dire un cadeau d'actions à un moment où la valeur est basse et la permission de revendre ces actions quand ils auront réussi, par toutes les manipulations dont je vous parle, de faire monter le cours. Il en résulte donc un intérêt général de tout le marché boursier dans son ensemble, de toujours surévaluer la fortune. Si vous regardez, par exemple, une société comme Tesla, qui fabrique des automobiles, et qui, dans son bilan, est valorisée à un plus haut niveau qu'une société comme Volkswagen. On veut me faire croire que Tesla vaut plus cher que Volkswagen. C'est idiot, c'est absolument faux. Il suffit du moindre accident, d'ailleurs, et on voit la valeur de l'action chuter. Cette surévaluation de la fortune est devenue systématique. Et si l'humanité est tellement riche financièrement, ça lui donne une crédibilité pour s'endetter. Nous avons actuellement une dette, je parle de nous, l'humanité, qui est actuellement de 3 fois le produit intérieur brut de la planète. Tout le monde sait qu'une telle dette ne sera jamais remboursée. Mais ça fait partie des choses dont il ne faut pas parler. C'est totalement confidentiel. Le sujet ne sera pas traité. Il en résulte que tous les pays qui sont maintenant plus ou moins endettés sont prisonniers dans leurs décisions stratégiques par de la financiarisation qui les tient par leurs dettes. N'est-ce pas ? Nous décidons de nous endetter d'une certaine manière, par exemple, pour permettre un investissement qui va être rentable à très long terme. Pensez à un investissement d'infrastructure. Je veux dire par là, la financiarisation, passant par la Commission de l'Union européenne, peut nous donner l'ordre de ne pas faire cet investissement et de ne pas contracter cette dette-ci, mais plutôt cette dette-là. Autrement dit,
nous ne sommes plus, nous et d'ailleurs toutes les autres nations, nous ne sommes plus des nations souveraines. Il reste 5 minutes. Merci. Alors, une des conséquences très graves, c'est notre position vis-à-vis des investissements verts. Nous savons que nous vivons un changement climatique qui va devoir demander une adaptation, c'est-à-dire des investissements par lesquels on s'adapte, on se déplace, on économise sur l'énergie de façon à réagir contre cette crise mondiale. Eh bien, qui va faire ces investissements? La France a 525 sociétés cotées en bourse et elle a 201 400 sociétés de plus de 10 salariés qui sont des sociétés privées. Les entreprises cotées en bourse sont déjà endettées au maximum. Les firmes de plus de 10 salariés sont en général encore peu crédibles sur un marché financier dans de telles conditions pour pouvoir contracter de tels investissements. Donc, ce que nous proposons en remplaçant peu à peu la taxe, les impôts sur le revenu par un impôt sur la fortune, c'est de libérer l'entreprise, en fait, de tous impôts, ou presque, puisque l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur le revenu des entreprises. Donc, l'entreprise ne payerait plus d'impôts, c'est son actionnaire qui les payerait à sa place. C'est-à-dire que le devoir de payer l'impôt est ramené à des individus à deux pattes et non à des entités qui peuvent aller se cacher derrière d'autres entités dans les paradis fiscaux et ailleurs. Voilà, encore 5 minutes. Alors, quels seraient les investissements qu'on pourrait financer ainsi en dehors de la bourse? Je dis bien en dehors de la bourse, ce serait donc l'habitat énergétiquement neutre et autres isolations de l'habitat, tout ce qui est en général économie d'énergie, production d'énergie et agriculture verte, vous savez bien ce que ça veut dire. Stockage, distribution d'énergie, problème essentiel si on va vers une énergie verte. Il faut stocker l'énergie. Mise en valeur des forêts, optimisant l'absorption de CO2. Le meilleur outil pour enlever les CO2 dans l'atmosphère, c'est encore les forêts. Le développement de la filière bois. Une maison énergétiquement neutre est plus facile à isoler si elle est construite en bois. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Sauvetage des nappes aquifères, qui sont actuellement de plus en plus dangereusement polluées. Transport et mobilité hors CO2. Vous savez tous ce que cela veut dire. Alors, ce que nous proposons, c'est que le contribuable français, au lieu d'investir en actions par le marché boursier, investisse directement dans ces entreprises et dans ces projets verts en achetant des bons du Trésor verts, c'est-à-dire ils prêtent directement à l'État, des actions dans des SICAV spécialisées dans certains projets verts, énergie, mobilité électrique, etc., des obligations vertes, c'est-à-dire des prêts directs à des entreprises ou à des syndicats d'entreprises, ou alors enfin directement, s'ils veulent prendre quelques risques, des actions privilégiées dans les entreprises du long terme vert. Et ces actions privilégiées auraient donc ceci de particulier qu'elles ont un rendement minimum garanti, mais elles n'ont pas de droit de vote. Donc on abolit cette horreur qui est que c'est la bourse qui gère les grandes entreprises à travers les décisions financières. Alors, tout ceci peut vous paraître utopique. Vous allez me dire, ça ne s'est jamais fait. Eh bien, si, ça s'est fait en partie. Il existe un pays qui est le plus avancé dans un tel modèle fiscal, c'est la Suisse, la porte à côté. On pense toujours à la Suisse en tant que paradis fiscal, ce qu'elle a été et qu'elle est de moins en moins, mais on oublie que les Suisses habitant la Suisse payent des impôts. Eux, ils ne bénéficient d'aucun paradis fiscal. Ils payent un impôt sur le revenu, par exemple. Et il y a ceci de particulier à la Suisse, ils ont un impôt sur la fortune.
Cet impôt sur la fortune va de 0 à 3% du patrimoine et taxe par conséquent effectivement les plus grosses fortunes en particulier. Et pourtant, vous n'avez pas remarqué que les Suisses fichent le camp de la Suisse pour fuir l'impôt. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'ils savent très bien qu'avec un impôt fédéral sur le revenu qui est flat à 8%, ils sont très, très, très avantagés par rapport à d'autres pays.